si vous n'avez pas une justice qui rend vos droits efficients, vos droits ne servent à rien. Ça n'est que du vent. Et donc la démocratie n'est plus que du vent. Le budget de la justice en France est sous-évalué depuis à peu près 2 siècles. Et donc on arrive sans doute maintenant au bout du système. La justice, c'est une affaire d'hommes. Ça n'est pas une affaire de traitement administratif chronométré en disant « allez hop, j'écluse du dossier, j'écluse du dossier, j'écluse du dossier ». Quand on arrive à voir un juge, on est jugé par quelqu'un qui est en état de souffrance psychique, dans presque un cas sur 2. Avec à la clé des suicides, ça c'est le grand tabou de la chancellerie. Et donc les détenus restent 23 heures sur 24, à 2, 3 ou 4, dans 9 mètres carrés. Bon. Pendant les périodes de canicule, ça devient juste un cauchemar. À la prison de Fresnes, l'urine des rats coule des faux plafonds. C'est ça l'état des prisons en France. Ça c'est de la torture, ça. La prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre. Ça n'est pas la vengeance. Au bout de ce processus de manque de moyens, il y a la tentation du robot. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. On sait que ça ne marche pas. Et je suis à peu près convaincue qu'on va le faire quand même. Parce que ça va commencer par les pauvres. Hein. Ce n'est pas le procès de Sarkozy ou l'énorme procès contre un grand groupe du CAC 40 qui va subir ça. On est dans un processus où les médias ont pris tellement de pouvoir dans la société qu'ils sont capables d'endommager le fonctionnement structurel de la justice dans son entier. Olivia Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous avez été juriste avant de devenir journaliste spécialisé sur les questions de droit et de justice. Vous êtes notamment responsable éditorial du site Actu Juridique et l'auteur de différents ouvrages sur l'état de la justice en France. Ça fait de très nombreuses années que vous alertez sur le manque de moyens, sur l'état de délabrement de la justice française. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le budget de la justice en France est sous-évalué depuis, par rapport en part de budget de l'État, et est sous-évalué depuis à peu près 2 siècles, comme l'a très bien expliqué un professeur d'histoire et d'économie qui était Jean-Charles Asselin à l'université de Bordeaux. Ça fait à peu près 2 siècles que le budget est sous-évalué, et donc on arrive sans doute maintenant au bout du système. Et quelles sont les conséquences sur l'accès à la justice par les citoyens ? Alors les premières conséquences, c'est la lenteur, la fameuse lenteur de la justice, qui peut avoir 2 acceptions. La lenteur de la justice, c'est une question de procédure, et c'est parce que c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué, qui a été sophistiqué par les siècles, de prise de décision pour aboutir à une décision juste. Donc ça, c'est un temps incompressible, normal, qui peut choquer à l'époque de l'instantanéité, mais s'ajoute à cela, par manque de moyens, des délais qui, eux, ne sont plus ce qu'on appelle dans les textes des délais raisonnables, c'est-à-dire ce sont des délais qui ne sont pas dus au déroulement normal d'une procédure pour aboutir à une décision de qualité, mais qui sont dus à un manque cruel d'effectifs et de moyens à tous les niveaux. Alors pour illustrer, on vous présente ce graphique qui montre la durée moyenne de jugement en première instance dans différents pays d'Europe, avec l'évolution entre 2010, 2016 et 2019. On voit que la France est extrêmement mal classée. Donc pour obtenir une première décision de justice, en 2019, il fallait 430 jours. C'est encore un peu empiré ces derniers temps en raison du Covid. Et on voit que la France, non seulement est très mal classée, mais a eu aussi une très forte dégradation en une dizaine d'années, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays où ça s'est resté stable, voire ça s'est amélioré. On détient un bien triste record. Alors, quelles sont les conséquences, finalement, de ces délais assez longs, concrètement, sur les justiciables ? Eh bien, par exemple, si on prend les gros contentieux, parce que ça, ce sont des délais, il faut les raccrocher à quelque chose. Les gros contentieux de masse, c'est les prud'hommes, c'est le juge aux affaires familiales, c'est-à-dire le divorce. Les conséquences peuvent être extrêmement graves. Par exemple, à Nanterre, qui s'est révolté il y a 15 jours de cela, on peut attendre jusqu'à 13, 15, 17 mois pour voir un juge du divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez divorcer de votre conjoint et que vous êtes contraint pendant 12, 15 mois
de rester dans le même appartement, parfois dans le même lit. Le fait est que certains, ce que nous expliquaient les avocats, certains conjoints se retrouvent à voir le juge correctionnel avant de voir le juge du divorce. Parce que les gens finissent par se taper dessus. Et donc, la grande cause, là, les violences intrafamiliales, on a voté à l'inspiration d'un groupe de députés LR il y a quelques jours, la création d'une nouvelle juridiction dédiée aux violences intrafamiliales. Ça, c'est typique de la mauvaise réponse politique. On crée un joujou. En réalité, on n'a pas besoin d'un nouveau joujou, on n'a pas besoin d'un tribunal pour les violences intrafamiliales. On a besoin de mettre des moyens pour que, par exemple, le couple qui veut divorcer n'attende pas 13, 15, 17 mois avant de commencer à avoir un juge. Je ne dis pas avoir une décision, je dis avoir le premier entretien avec le juge. Et donc, contraindre des gens à vivre ensemble alors qu'ils ne se supportent plus, simplement parce qu'on n'a pas assez de juges, ça amène au tribunal correctionnel. Vous avez le même problème avec les enfants, en beaucoup plus grave, parce que si vous tardez à recevoir un enfant qui commence à avoir des problèmes, de toute petite délinquance, et que vous laissez pourrir les situations, vous vous retrouvez très vite avec des cas beaucoup plus graves. Et en fait, c'est une magistrate du tribunal de Nanterre, c'était intéressant ce qu'elle disait, ça ruisselle dans tout le tribunal, parce que les retards engendrent, aggravent les situations et multiplient les contentieux, c'est particulièrement topique donc en affaires familiales, par exemple. Oui, parce que ces chiffres de la CPEJ sont assez interpellants, parce qu'ils montrent aussi que c'est la même chose pour l'appel. C'est-à-dire qu'il va falloir à peu près 3 ans pour avoir la première instance, puis l'appel, parce que 5 ans si on veut aller en cassation. Donc on a des délais qui sont très, 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 très longs. Est-ce que derrière, ça incite aussi des gens à ne plus aller en justice? Alors effectivement, mais la justice elle-même les incite en plus à ne plus aller vers la justice, notamment en les orientant vers des processus de médiation. Le problème, c'est que quand on veut une décision de justice, quand on est un salarié et qu'on a été licencié injustement, on veut une décision de justice. On veut qu'on vous rende la justice, on ne veut pas d'une mauvaise négociation. Parce que j'ai parlé des affaires familiales, mais on a le même problème au prud'homme, à Nanterre par exemple, où on a des délais pour voir son juge qui sont de 2, 3 ou 4 ans. Imaginez, vous êtes un salarié, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là avec ce conflit qui bloque votre vie? C'est terrifiant. Donc, on est dans des situations où... Et c'est vraiment la justice de masse. Ça, c'est important d'ailleurs de le dire. À un moment donné, dans mes réflexions, je me suis demandé s'il y avait la problématique selon que vous serez puissant ou misérable. Et en fait, non. Quand on voit à Nanterre, vous pouvez être un couple extrêmement fortuné. Il y en a beaucoup dans la juridiction de Nanterre. Encore une fois, je répète, ce sont les Hauts-de-Seine. Il faudra attendre aussi 15 mois ou 17 mois. Il n'y a pas de passe-droit. Par contre, il y a une justice un peu de luxe réservée à certains contentieux. En particulier, vous voyez le mal qu'on est en train de se donner sur le dossier Sarkozy. Quand vous voyez les moyens qui sont mis dans les grandes affaires politiques comme ça, je ne dis pas que c'est inutile, mais je dis que quand on veut trouver les moyens, on les trouve. Vous avez parlé du tribunal des prud'hommes. On se rappelle que Macron avait fait passer une loi aussi pour plafonner les indemnisations aux prud'hommes. Est-ce que ça a changé des choses au quotidien pour les justiciables? Oui, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ne vont plus au Conseil des prud'hommes. J'avais parlé avec la présidente du Conseil de prud'hommes de Bobigny pour mon premier livre sur les moyens de la justice. Et elle m'avait dit, en plus, les formulaires sont très compliqués à remplir, même pour les avocats. Et donc, il y a des gens qui ne saisissent plus, tout simplement, les prud'hommes. Et elle avait eu cette question qui était passionnante. Elle m'avait dit, mais tous ces gens qu'on ne voit plus, ils vont faire quoi? Ils vont voter pour qui? Et ça, c'était déjà la question que s'était posée Jacques Chirac lorsqu'il s'était retrouvé face à Le Pen au second tour. Dominique Perben m'a raconté, qui était son garde des Sceaux, celui qu'il avait désigné quelques jours plus tard. Perben m'avait raconté, Chirac m'a fait venir dans son bureau et il m'a dit, il faut absolument qu'on mette la justice à flot. Chirac avait compris qu'il y avait ce problème-là, parce qu'il y avait cette justice qui n'est plus rendue. À un moment donné, elle crée une colère, et cette colère, elle est dangereuse pour la démocratie. Justement, d'autres chiffres de la CPEJ montrent bien cette problématique de la justice. Ici, on observe le nombre de juges pour 100 000 habitants, encore dans différents pays d'Europe. On voit que la France est à peu près 11 juges pour 100 000 habitants. La moyenne de l'Union européenne est plutôt à 22, donc on a à peu près 2 fois moins de juges qu'en moyenne.
On voit que l'évolution entre 2010 et 2019 n'est pas fantastique. Vous alertez justement depuis presque 30 ans sur ces questions-là. On voit que les moyens ne semblent pas être mis à disposition. Ça a quoi ces conséquences du manque de juges aussi, au-delà des simples délais? Eh ben, ces qu'eux-mêmes sont en état de souffrance inquiétante. Ça, c'est un phénomène qu'on a commencé à voir émerger dans les années 2010, c'est-à-dire émerger au sens où ils ont commencé à parler. Notamment, Danielle Allais, qui est une remarquable documentariste, a fait un documentaire en 2016 ou 2017 qui s'appelle « Sois juge et tais-toi », où elle aborde la question du suicide des magistrats. Selon les syndicats, le dernier sondage du syndicat de la magistrature donne le chiffre effarant de 40% de juges au bord du burn-out en France. De 40%, pour être très précis, 40% de juges se déclarent en état de souffrance au travail en France. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on a le même nombre à peu près, à 1000 près, puisqu'ils sont 9000, 9200, c'est à peu près le même nombre qu'au 19e siècle. Vous êtes un homme de chiffres, vous voyez la population a quand même terriblement augmenté, on a le même nombre de juges. Donc on est jugé, quand on arrive à voir un juge, on est jugé par quelqu'un qui est en état de souffrance psychique, dans presque un cas sur deux. Avec à la clé des suicides, ça c'est le grand tabou de la chancellerie, c'est-à-dire qu'officiellement il n'y a pas de statistiques, pour une raison qu'on connaît tous, c'est-à-dire que finalement on ne sait pas très bien pourquoi les gens se suicident, peut-être que c'est aussi parce qu'ils ont des problèmes professionnels. Par exemple, Danielle Allais dans le documentaire « Sois juge et tais-toi » que je viens d'évoquer, suit le parcours du juge Tranvan, ancien avocat, devenu juge d'instruction, premier poste, je crois, au deuxième poste à Pontoise. Il avait, comme tous ses collègues, 130 dossiers dans son cabinet. Il a été en situation d'épuisement. Sa hiérarchie, au lieu de comprendre, de l'aider, de le soutenir, l'a harcelé. En tout cas, c'est ce que raconte l'histoire. Eh bien, un jour, ce juge, il est allé à la gare, il a posé ses affaires sur le quai et il s'est laissé écraser par un train. Voilà. Et lorsque on a voulu faire reconnaître le caractère de suicide professionnel, parce qu'il avait laissé des lettres dans lesquelles il expliquait qu'il n'y arrivait plus, il s'était même séparé de sa famille pour travailler davantage. Il y en a qui en sont là. Eh bien, le ministère de la Justice a commencé par argumenter devant le tribunal administratif en disant oui, mais il avait des problèmes personnels. Finalement, le tribunal administratif a considéré que c'était un suicide professionnel et il n'y a pas eu d'appel, donc ça reste un cas de suicide professionnel. Donc, le manque de juges, ça épuise la machine parce que là, par exemple, on a quelques indices qui deviennent inquiétants. Souvent, les magistrats n'aiment pas partir à la retraite et donc essayent de trouver des postes de magistrats honoraires, de compléter des formations et Dieu sait qu'il y a des besoins. Maintenant, ils le font de moins en moins et non seulement ils le font de moins en moins, mais en plus, ils en sont même à demander des retraites anticipées. C'est-à-dire qu'on a considérablement épuisé la machine. Alors, à ce stade-là, quand on fait cette description un peu terrifiante, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les budgets de la justice augmentent chaque année depuis 20 ans de l'ordre de 3,5, 4,5%. On a été jusqu'à 8% sous Perben, et c'est à ce moment-là que la justice est un peu remise à flot. Et on revient à 8% depuis 3 années consécutives avec Éric Dupond-Moretti sous l'ère Macron. Donc, on met de l'argent. Mais il y a 2 problèmes. D'abord, on part de si bas, comme le disait Jean-Charles Asselin, que même avec des croissances de 8%, on ne monte pas bien haut. Et ensuite, le budget de la justice porte depuis le début du XXe siècle, avant c'était au ministère de l'Intérieur, les prisons. Et les prisons, c'est à peu près, de mémoire, c'est 60-40, c'est 60% du budget de la justice. Et donc, il y a toujours un énorme appel d'air qui fait que les moyens vont plus tôt. Cette année, c'est un peu exceptionnel. Il y a plus d'augmentation pour l'institution judiciaire que pour la pénitentiaire. Mais quand on a un chiffre facial de 8%, c'est bien. On ne peut absolument pas critiquer Macron ni Éric Dupond-Moretti là-dessus. Il fallait faire cet effort, ils le font. Mais encore une fois, là où par contre ça n'est plus bien et là où le personnel judiciaire leur en veut, c'est quand Éric Dupond-Moretti a pu avoir la maladresse de dire la justice est réparée. Non, elle n'est pas réparée. C'est pas de leur faute parce qu'ils héritent
d'une situation lourdement obérée. Et puis, on le sait bien, il y a un phénomène d'épuisement. Les bâtiments s'effondrent, les gens n'en peuvent plus. Donc, le phénomène a des allures de boule de neige. Donc, ils héritent d'une énorme boule de neige qui dévale la pente de plus en plus vite et qui grossit de plus en plus. D'où le fait que leurs efforts ressemblent à l'exercice du tonneau des Danaïdes. Donc, voilà, on met de l'argent, mais la situation est tellement obérée que ça ne suffit pas. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Alors, puisqu'on parle du budget, ici, il nous a semblé intéressant de rappeler que le budget de la justice en France, c'est 0,2% du PIB, et que si on essaie de classer la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne, eh bien, on voit qu'on est extrêmement mal placé, en queue de peloton, encore à peu près à la moitié du budget moyen de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà de voir ce comparatif ? Ce sont les chiffres que sortent inlassablement les magistrats, les avocats, à chaque fois que le rapport de la CEPEJ, qui sort tous les 2 ans, est publié. Voilà, tout le problème est là. Alors après, le problème, c'est que vous aurez toujours des gens pour dire « mais attention, comparons ce qui est comparable, il faut réintégrer ceci, tous les pays n'ont pas le même mode de fonctionnement, etc. » Parce qu'il y a aussi autour de ces chiffres-là qui pourtant sautent aux yeux, sont faits non pas par des militants ou des syndicats, mais par le Conseil de l'Europe. Et vous avez encore en France, et c'est sans doute ce qui me sidère le plus, des gens qui sont dans le déni et qui vont passer leur temps à dire « oui mais non ». Il y a aussi des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de corporatisme. C'est-à-dire que l'objectivité des chiffres, il y a cela, donc de la CEPEJ tous les 2 ans, qui sont des remontées de données que donnent les pays, qui sont analysées, traitées avec beaucoup de prudence et d'intelligence et qui ne sont pas du tout des trucs militants, mais vraiment des données objectives. On a les travaux de Jean-Charles Asselin desquels je me suis beaucoup inspirée, qui est donc cet homme qui a la double formation historien, agrégé d'histoire, agrégé d'économie, qui a étudié 200 ans du budget de la justice et qui conclut lui aussi que le budget, en part de budget de l'État de la justice, est inférieur aux moyens, déjà ridicule et inférieur aux moyens. Et inlassablement, vous avez surtout dans la haute fonction publique des gens qui vous disent « oui mais non ». Vous avez, comme quand on est journaliste de terrain comme moi, le constat de terrain, pas des gens qui vous racontent des histoires. Quand on juge à 3 heures du matin, on voit qu'on juge à 3 heures du matin, c'est incontestable. Et on a encore ce déni, alors pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'au ministère de la Justice, il n'y a que des magistrats, notamment pour des questions d'indépendance. Ils veulent gérer eux-mêmes leurs propres affaires. Donc ce sont des gens qui en plus passent 2 ans à l'administration centrale puis retournent en juridiction, qui n'ont pas forcément la formation des postes qu'ils occupent, qui n'ont pas de réseau au sein de l'État. Avant ils restaient longtemps donc ils pouvaient développer des réseaux au sein de l'État, maintenant ils ne le font plus. Et le ministère de la Justice inspire à Bercy une certaine forme de mépris. Et encore je reste retenue. Justement, il nous a semblé intéressant aussi de zoomer sur la France et sur le budget, puisque là on est en pleine discussion du budget 2023. Et j'ai souhaité mettre un peu en perspective ce dont on parle. Alors on a un budget 2023 dont les dépenses sont de 431 milliards d'euros. Là-dedans, vous avez 52 milliards d'intérêts de la dette. Vous avez à peu près 45 milliards pour la défense, d'ailleurs un budget qui va fortement augmenter dans les années qui viennent. La police est à 15 milliards. La gestion des finances publiques, Bercy dont vous parliez, donc la collecte des impôts, c'est 8 milliards dans le budget. Le fameux budget de la justice dont on parle est de presque 7 milliards. Mais comme vous le signalez, dedans il y a les prisons, il y a d'ailleurs d'autres dépenses annexes. Si on regarde uniquement la justice judiciaire, les juges, ce dont on pense quand on parle de justice, on voit déjà que c'est quand même une petite goutte d'eau dans le budget de la justice. Et il m'a semblé intéressant aussi de le mettre en perspective avec ce qu'on est capable de faire sur des baisses d'impôts. La baisse de l'ISF en 2017, c'était 3 milliards, donc on voit que ce n'est pas loin du budget de la justice actuelle.
L'impôt sur le revenu a été baissé aussi fortement, de presque 7 milliards d'euros, donc 2 fois le budget de la justice. Et là, c'est tout frais, ça vient de sortir, puisque en 2023 plus 2024, le gouvernement supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, donc qui était une taxe sur les entreprises, 4 milliards cette année et 4 milliards l'année prochaine, pour un total de 8,2. Alors, on voit qu'on est capable de supprimer ça tout d'un coup en recettes, mais que bon, les dépenses, là, pour passer le budget de la justice à 5 ou 6 milliards comme il faudrait, on ne semble pas capable de le faire. Vous avez signalé pourtant que les politiques, vous dites qu'ils en sont conscients, qu'ils essaient de faire des efforts, mais pourquoi on n'arrive pas à faire une telle remise à niveau sur quand même une des bases de la démocratie, qui est comme la justice? Il y a 2 explications qu'on donne couramment. Chez les juges, on dit que, en fait, les politiques ne veulent pas que la justice soit puissante parce qu'elle les ennuierait. Bon. Ça, c'est un peu l'idée qui traîne dans les esprits. C'était l'idée de Napoléon. À l'origine, effectivement, il pensait que la justice était un bras armé extrêmement utile et qu'il fallait mieux l'avoir dans sa manche qu'à l'extérieur. Je ne pense pas que ce soit toujours l'idée. Je crois que c'est Recart qui disait toujours privilégier plutôt la bêtise que le complot, parce que le deuxième nécessite une intelligence rare. Je crois assez rarement au complot et aux intentions malfaisantes, mais peut-être que j'ai tort. Je crois qu'on est peut-être sur cet héritage qui est devenu inconscient. Et puis de toute façon, si les politiques ne voulaient pas que la justice les ennuie, ce serait un petit peu loupé. Voilà, on a un procès Sarkozy là en ce moment. On voit que en fait la justice met beaucoup de moyens et au contraire s'intéresse aux politiques et prend le temps pour les politiques. C'est pour le kidam qu'elle ne prend pas le temps ou qu'on ne lui donne pas le temps de prendre le temps. Donc, il y a l'explication de la volonté politique à laquelle je ne crois pas tellement. Et puis, il y a l'autre explication qui est, par contre, à mon avis, beaucoup plus pertinente, c'est que ça ne rapporte rien électoralement de s'occuper de la justice. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a pris autant de retard. Lorsque on a regardé les programmes des candidats à la dernière élection présidentielle, je m'obstinais à chercher la justice à la lettre J. Et en fait, elle est à la lettre S comme sécurité. Donc, la seule chose qui est un peu vendable électoralement dans la justice, c'est sa portion congrue de correctionnel criminel, c'est-à-dire celle qui peut permettre de dire aux politiques qui veut être élu, je vais mettre des moyens parce que, comme ça, vous pourrez vous promener tranquillement dans la rue et on ne vous agressera plus, ni vous, ni vos enfants. Il n'y aura plus de méchants dans les rues. Voilà. Mais globalement, ce qui est vendable, alors, c'est plutôt électoralement la police que la justice? Oui, c'est pour ça qu'on trouve justice à sécurité, alors que vous avez, à juste titre, dit que c'était fondamental dans une démocratie, surtout quand on ose s'appeler la patrie des droits de l'homme. On est sidéré de voir la différence entre des droits. Et si vous n'avez pas une justice qui rend vos droits efficients, vos droits ne servent à rien. Il y a toujours un moment donné dans la vie où il faut qu'un juge vous dise « vous avez le droit ». Et le droit est avec vous, et je le dis dans une décision, et ma décision est exécutoire, et on va vous rendre raison. Et vous allez récupérer vos indemnités de licenciement qu'on a retenues indûment, et vous allez, madame, obtenir votre prestation compensatoire qui ne vous a pas été versée, et vous allez avoir la pension alimentaire pour vos enfants. Tout ça, ce sont des droits. Mais s'il n'y a pas un juge au bout, alors ça n'est que du vent. Et donc la démocratie n'est plus que du vent. Mais pourquoi ça n'intéresse pas les gens, alors, la justice? Parce qu'on n'y va pas, ou on y va pour des raisons qui sont terribles et sur lesquelles on n'a pas envie de s'appesantir. Et donc, voilà, ne s'y intéresse pas. Alors, on fait régulièrement le petit sondage sur est-ce qu'on a confiance dans la justice. En 30 ans, j'ai connu je ne sais combien de gardes des Sceaux. J'ai commencé avec Toubon, donc ça fait peut-être pas tout à fait 30 ans. Mais je n'ai pas en tête un seul garde des Sceaux qui n'ait pas commencé son mandat en disant « nous allons restaurer la confiance dans la justice ». Mais c'est simple, la confiance dans la justice, il faut, alors on essaye de traduire les mots, de changer des mots, par exemple on remplace inculpé par mise en examen, on fait des choses comme ça, on accuse la justice sur son vocabulaire, bah oui elle a un vocabulaire technique, c'est normal qu'elle ait un vocabulaire technique, c'est pas ça qui rompt la confiance. Ce qui rompt la confiance, c'est d'être jugé à 3h du matin, de mettre 15 mois pour voir son juge du divorce, de voir, ça c'est gravissime, les audiences commencent à disparaître
parce que pendant le Covid, on s'est aperçu qu'on pouvait juger plus vite si on s'épargnait les plaidoiries des avocats. Sauf que quand vous allez voir un juge et que vous avez attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans pour le voir, vous avez envie que le juge vous écoute. 10 minutes, un quart d'heure, mais qu'il vous écoute. Ben non, maintenant on dépose son dossier. Ça va pas dans le sens de la confiance dans la justice non plus. Mais ça, on le met sous le tapis. On fait semblant de pas le voir. Oui, parce que justement, dans la justice, il y a aussi une profession importante qui sont les avocats et qui subissent aussi des réformes assez étranges, en particulier sur les temps de plaidoirie, parce qu'on s'imagine que voilà, être avocat, c'est pouvoir plaider, écrire tant qu'on veut, faire des beaux effets d'audience, mais c'est de moins en moins le cas en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces réformes qui mobilisent d'ailleurs pas mal d'avocats? Eh bien, c'est qu'on est rentré dans l'ère du chiffre et de la gestion, et que donc, tout est calculé. En fait, moi j'ai le sentiment que la justice s'industrialise juste avant de se numériser. Et donc, elle est rentrée dans des process intellectuels où on gère des stocks. Et ça n'est pas des élucubrations de ma part, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça qu'on parle maintenant de la justice. On gère des stocks. Voilà. On a des piles de dossiers, on a un temps donné, parce qu'évidemment, il faut quand même un tout petit peu dormir la nuit, et puis de temps en temps, pas tous les week-ends, mais un petit peu se reposer. Et donc, on calcule le temps qu'on accorde à un dossier. Par exemple, à un divorce, vous avez 10 minutes, un quart d'heure devant le juge, point barre. Le Covid nous a montré en matière civile qu'on pouvait s'épargner les temps de plaidoirie des avocats, et les juges ont dit, parce que en fait, les juges sont dans des positions d'individus harcelés. Et donc deviennent quelque part des harceleurs aussi. Donc ils disent, récemment une avocate a écrit un article chez moi, je ne sais même pas comment les avocats supportent ces humiliations. Vous avez des juges qui arrivent avec des chronomètres et qui les branchent en disant, maître, vous avez 5 minutes. Et qui les interrompent régulièrement, alors qu'en principe, un magistrat n'a pas le droit d'interrompre un avocat pendant sa plaidoirie. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et qui leur mettent la pression en disant « Attention maître, il vous reste plus qu'1 minute ». Voilà. On en est là parce qu'on a remplacé la nécessaire humanité qu'il doit y avoir dans la justice, et je ne parle pas de fantasme, je ne parle pas de perdre du temps, je ne parle pas de cocooner les justiciables, simplement de les écouter. La justice, c'est une affaire d'hommes. Ça n'est pas une affaire de traitement administratif chronométré, en disant « Allez hop, j'écluse du dossier, j'écluse du dossier, j'écluse du dossier ». À la décharge des juges, ils n'ont pas d'autre solution pour faire la tâche qui leur est impartie avec le manque de moyens qu'ils subissent que de faire ça. Mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir dire « Stop ». Oui, mais vous nous avez dit que finalement, il y a presque un juge sur 2 qui est en burn-out, que de toute façon, les autres, ils sont aussi sous la pression, ils n'ont plus le temps de lire les conclusions, ils veulent des résumés en 2 lignes. Est-ce que c'est encore possible d'avoir des décisions de qualité dans ce contexte-là? Non. Non. Une avocate me disait récemment, j'ai fait une demande de garde pour des grands-parents sur des enfants. Vous savez que les parents divorcent, donc tout le monde se bat, et les grands-parents sont là en train d'essayer de voir leurs petits-enfants. Et elle dit, j'ai eu en retour un jugement de divorce des grands-parents. Le juge s'était trompé de formulaire. Allez, non seulement on a attendu longtemps, mais en plus, j'ai même pas pu leur donner la décision. Et le problème des avocats, c'est que les clients disent, mais ils sont nuls ou ils sont fous, ou les deux. Alors qu'ils n'y peuvent rien, mais eux aussi sont victimes, ils savent plus comment expliquer. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Parfois, il y a tellement d'erreurs matérielles, donc il y a une procédure qui s'appelle une procédure en rectification d'erreurs matérielles. Bon, et donc, on me dit, la même me dit, j'ai dû faire 5 procédures de rectification d'erreurs matérielles. Parce que le jugement était inexécutable, il disait n'importe quoi, des faux chiffres, voilà, des erreurs matérielles, ça veut dire que c'était pas une erreur de raisonnement, mais c'était, je mets 3 000 au lieu de mettre 30 000, des choses comme ça. Donc, la décision vaut rien. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de la faute des juges. C'est qu'ils sont dans une situation qui est intenable. Voilà, on est dans une situation de ce qu'avait dit Jean-Jacques Urvoas en prenant son poste de garde des Sceaux, la justice est en voie de clochardisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les magistrats lui étaient tombés dessus en lui disant « Mais enfin, monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'on ait une quelconque autorité sur les justiciables si vous dites des choses comme celle-là » En novembre 2021, les mêmes ont signé une tribune, ils étaient 6 000, pour dire enfin, on est en état de souffrance, on n'en peut plus.
Donc, en l'espace de 4 ou 5 ans, on est passé du déni chez les juges, pas forcément du déni, mais de la volonté, malgré tout, malgré la situation, de tenir encore un rang, de donner encore une forme d'illusion, à l'aveu qu'a été la tribune du 23 novembre 2021 dans Le Monde, le fameux appel des 3000, où là, il lâche tout. Et on voit que ça veut dire que la situation s'aggrave. C'est un des témoins de l'aggravation de la situation. C'est qu'ils n'ont même plus la capacité de dissimuler leur état de souffrance. Et maintenant, ils le disent. Et moi, sur mon site, on a publié des remontées, plein de témoignages qui remontaient au syndicat, le plus souvent anonymes, de juges qui racontaient leur souffrance. Et ce qu'ils racontent est absolument terrifiant. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, justement ? Ils racontent des situations de harcèlement, ils racontent souvent, alors par la hiérarchie, parce que la hiérarchie, elle a d'autres logiques, et notamment de plus ou moins tenir ses troupes pour faire bonne figure auprès du ministère. Donc vous avez des gens, on le voit aussi dans le livre blanc de l'USM de 2016, des gens qui ont un cancer et qui ont un supérieur hiérarchique qui leur dit écoute, maquille-toi un petit peu parce que tu as vraiment une sale gueule, et puis non, le rendez-vous pour la chimio demain, tu peux pas parce que tu vas mettre tes collègues dans la merde. On en est là. Des femmes qui disent je veux pas que mes petits-enfants viennent ce week-end parce que je vais pas pouvoir rattraper mon retard de jugement. C'est-à-dire les gens ont intégré qu'ils allaient travailler la nuit, le week-end et sur une partie de leurs vacances pour écluser les stocks. Voilà, et rendre des décisions, ce qu'on nous racontait à Nanterre il n'y a pas longtemps, rendre des décisions 4 ans plus tard qui n'ont plus aucun sens. Ce que le psychologue des jours raconte dans le documentaire de Daniel Allais, Sois juge et tais-toi, il appelle ça la souffrance éthique. La souffrance éthique, c'est la différence entre l'idée que vous vous faites de votre travail et les circonstances pratiques, concrètes, dans lesquelles on vous demande de le réaliser. Et la distorsion qu'il y a est tellement violente chez les juges qu'elle mène à la souffrance, au burn-out, et dans des cas extrêmes, à une telle dévalorisation de soi que ça peut conduire au suicide. Oui, c'est parce que les gens, ils veulent rendre la justice et puis ils se retrouvent dans les conditions de ne pas pouvoir le faire et donc ils vivent ça très très mal en fait. Mais tout comme il y a plein de services publics qui font ça, hein. C'est des médecins, des infirmières, c'est des policiers qui sont dans ces conditions. C'est pas spécifique. Ouais, c'est ça qui est triste, c'est qu'on voit que ça touche plein de services publics. Hein. Il y a d'autres professions qui souffrent dans ce monde-là, c'est les avocats dont on a parlé. Une profession assez particulière, puisqu'en fait, elle est très hétérogène. Et vous avez quelques avocats stars qui vont gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, si ce n'est pas quelques centaines de milliers. Et toute une partie, une espèce de Lupin prolétariat qui est au SMIC, en fait, d'avocats. C'est quoi votre analyse un peu? C'est quoi la situation des avocats? Est-ce que c'est toujours une bonne situation aujourd'hui? Et comment ils vivent, en effet, ces problèmes-là? Ça devient de plus en plus difficile pour eux. On a l'exemple d'un pénaliste qui s'appelle Éric Morin, qui a décidé de raccrocher la robe et qui explique que c'est parce qu'il ne veut plus participer à un processus judiciaire dévoyé, parce que ne plus plaider son dossier, non pas que les avocats soient des fanatiques de la plaidoirie, il y en a peut-être qui veulent faire de l'esbrouf, etc. Mais enfin, ça, c'est une vision caricaturale qui concerne une poignée d'individus. Mais attendre des années pour voir un juge, être harcelé par le client qui comprend pas et qui pense que vous êtes mauvais, être rémunéré, tous ceux qui sont à l'aide juridictionnelle sont rémunérés des clopinettes. Alors, ceux qui sont à l'agile font par passion, parce que c'est souvent du pénal, du petit pénal, et donc, ils se payent en amour du métier, mais il y a un moment donné, il faut quand même payer son cabinet. Je crois que d'après les statistiques du Conseil national des barreaux, on a une forte proportion de la profession qui est effectivement au SMIG. Et alors, on me dit dans la haute fonction publique, toujours, oui, mais c'est parce qu'ils sont trop nombreux. Voilà, c'est la grande idée. Sauf que, je ne sais pas si vous avez un graphe là-dessus, mais les chiffres de la CPEJ nous montrent que les avocats sont moins nombreux en France qu'ailleurs, à PIB comparables, c'est-à-dire Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, etc. Donc non, ils ne sont pas trop nombreux. Mais comme ils travaillent pour une justice qui est clochardisée, effectivement, quand vous avez des délais immenses et que vous ne pouvez pas clôturer un dossier parce que il traîne depuis 10 ans, vous ne pouvez pas prendre un nouveau client. Et c'est un espèce de ruissellement de pauvreté. Ce n'est pas le ruissellement de Macron de richesse, c'est un ruissellement de pauvreté.
Alors, on a vu tout à l'heure qu'une grosse partie du budget de la justice part dans les prisons. Vous dénoncez leur état déplorable dans votre livre. Vous rappelez même que le Comité européen pour la prévention de la torture s'est ému de la situation en France. Qu'en est-il ? Elle est déplorable. Il y a un taux de surpopulation que je n'ai pas en tête, qui dépend des établissements, mais on peut aller à 200% de surpopulation. Je crois même qu'on peut les dépasser aux 230 ou 250%. Ce qu'il faut que les gens comprennent très concrètement, c'est que la surpopulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a par exemple une cellule de 2 places. Il faut s'imaginer. C'est une pièce de 9 mètres carrés avec une plaque électrique, un WC, une plaque électrique sur un petit placard, un petit point d'eau et un WC. Donc déjà, on se met dans cette pièce de 9 mètres carrés, qui est la taille d'une petite chambre d'hôtel, et on retire tout ça. Ensuite, on met 2 couchettes, et puis on va rajouter un matelas par terre, parce que 200% de surpopulation, par exemple, dans un établissement carcéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 places, mais qu'il va falloir en trouver une 3e. Et comme on ne peut pas pousser les murs, on allonge un matelas par terre. Souvent, on voit, j'ai vu les photos, c'est-à-dire que les gens ont la tête sous la petite planche qui sert de petite table. Voilà. Et donc, on est couché par terre au milieu des 2 autres. On peut même rajouter un 2e matelas pour être 4 dans une cellule de 2. Voilà. Donc, il faut savoir que, comme on manque de moyens, on n'a pas beaucoup d'activités à proposer, notamment des activités professionnelles rémunérées, mais aussi des formations, etc. Il faut sauter de l'esprit déjà que la prison, c'est le Club Med. Déjà, d'entrée de jeu, c'est tout sauf le Club Med. Bon. Et donc, les détenus restent 23 heures sur 24, à l'exception de l'heure de promenade et d'une douche. Ils restent 23 heures sur 24, comme ça, à 2, 3 ou 4, dans 9 mètres carrés. Bon. Pendant les périodes de canicule, ça devient juste un cauchemar. Voilà. C'est ça l'état des prisons en France. Et encore, je ne vais pas dans le Zola, mais je vais y aller avec la prison de Fresnes, par exemple. Tout ce que je dis est trouvable dans des documents, notamment du contrôleur général des lieux de privation de liberté. À la prison de Fresnes, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté raconte que l'urine des rats coule des faux plafonds. Or, je sais qu'Anne Hidalgo aime beaucoup les rats, les appelle les surmulots, et essaye de nous expliquer qu'il faut vivre avec, mais on vous expliquera à Fresnes où on vit très concrètement avec, y compris les surveillants. D'ailleurs, il y en a un de mémoire qui a retrouvé un rat au réveil dans son lit. Ça amène notamment la leptospirose, qui est une maladie potentiellement mortelle, dans des proportions qui sont de mémoire de l'ordre de 5 à 10%, mais enfin quand même. Donc, c'est pas sympa, un surmulot, et c'est pas une petite bête adorable avec laquelle il faut apprendre à vivre en dépassant ses préjugés. C'est un animal dangereux dont la population doit être limitée. Voilà. Donc, il y a les puces de lit aussi. Vous avez des photos de détenus qui sont complètement dévorés par les puces de lit. Voilà. Il y a des établissements qui sont totalement insalubres, et pas les moindres, parce que Fresnes, c'est franchement pas le plus petit établissement en France. Et on fait vivre des gens dans cet état-là. Alors, je sais que l'opinion a une réponse toute faite là-dessus qui consiste à dire ils n'avaient qu'à pas y aller. Voilà. Alors, là, on peut faire 2 réponses. D'abord, on a à peu près 30% de personnes en détention provisoire, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas encore jugés et qui peuvent ressortir innocentes et qui vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans des circonstances comme ça qui sont absolument indignes, inhumaines et effectivement, dans certains cas, qui se rapprochent d'actes de torture. Et ensuite, il y a le raisonnement éthique qui fait que on ne peut pas admettre de faire vivre des gens comme des animaux, quoi qu'ils aient pu faire. Bon. Mais je peux aussi entendre que certains soient totalement étrangers au raisonnement éthique. Alors il en reste un dernier, qui est un raisonnement pragmatique, c'est que si on fait vivre des gens comme des animaux, on fabrique des animaux. Et que donc, dans une perspective prodigieusement cynique, que je n'aime pas, mais que je suis capable de dérouler pour essayer de convaincre mon interlocuteur, on n'a pas intérêt à traiter des gens comme des animaux, parce qu'ils vont ressortir et ils resteront des dangers pour la société. Ouais, parce que ça doit rendre fou, ces conditions, en fait. Évidemment que ça rend fou. Enfin, pendant la canicule, sans compter que vous avez tout un tas de... Il y a plein de choses qui se déroulent derrière. Par exemple, avant les extractions, c'est-à-dire on va chercher le détenu et on l'amène à son juge,
On va chercher le détenu et on l'amène à l'hôpital s'il a besoin d'un examen. Encore une fois, c'est pas le Club Med. On parle de gens qui ont des pathologies très lourdes. Bon, ces extractions étaient faites par le ministère de l'Intérieur. Bon, et le ministère de l'Intérieur a trouvé que c'était cher et qu'il n'avait pas les moyens et a rabattu le truc sur la justice il y a 7 ou 8 ans de mémoire à peu près. Et donc, c'est la pénitentiaire qui prend en charge les extractions. Mais elle n'a pas les moyens, la pénitentiaire. Donc, elle oppose administrativement ce qu'on appelle les impossibilités de faire. Ce qui veut dire concrètement que, par exemple, un détenu qui a obtenu de son juge d'instruction l'autorisation d'aller à l'enterrement d'un père, d'une mère, d'un enfant. Voilà, parce qu'on n'est pas inhumain. On peut être en détention provisoire et quand même, quand on perd une maman, un papa, pire encore, un enfant, avoir le droit d'aller aux funérailles. Voilà, alors on arrive menottes au poignet et puis on est rembarqué dans son camion. Mais on a été là pour des moments graves de la vie. Le juge dit oui, la pénitentiaire dit non, on n'a pas les moyens. Et donc vous avez le détenu qui est prêt le matin à partir et à qui on dit non, vous n'irez pas à l'enterrement. Ou vous n'irez pas à votre rendez-vous à l'hôpital. Encore une fois, je parle de pathologie lourde, pas d'une angine qui gratouille. De gens dont le pronostic vital peut être engagé s'ils ne sont pas soignés. Bon, voilà, donc il y a tout ça, et tout ça, c'est un manque de moyens. Et quand vous dites à quelqu'un, alors que le juge a décidé que oui, vous iriez à l'enterrement, finalement non, parce qu'il n'y a pas d'escorte. C'est d'une injustice terrible. Et on se demande, moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est quand vous prenez la responsabilité d'un individu, parce qu'il y a aussi des suicides en prison, des gens qui supportent pas, ça s'appelle le choc carcéral, et qui se foutent en l'air, et qui trouvent toujours le moyen de se foutre en l'air, même s'ils sont surveillés, même si vous n'avez pas de lacet, même si tout ça. On prend la responsabilité d'un individu, on le prive de sa liberté, il ne peut plus s'occuper de lui-même. On n'a pas le droit de le mettre dans des conditions comme ça, et on n'a pas le droit de le mettre en situation éventuellement de se tuer, et de n'avoir personne pour lui sauver la vie. Ça me paraît moralement absolument injustifiable. En particulier dans une grande démocratie qui se dit le pays des droits de l'homme. Vous rappelez même une citation de Valéry Giscard d'Estaing sur Oui. ce sujet-là, pour montrer que ce n'est pas qu'une préoccupation de gauchiste avancée. Ah non, je ne suis pas d'ailleurs une femme de gauche. C'est Giscard d'Estaing qui effectivement a eu cette formule remarquable. La prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre. Ça n'est pas la vengeance. On est dans une civilisation qui n'est pas celle de la vengeance. Donc dire, il avait qu'à pas y aller, je suis bien content qu'il se fasse bouffer par les rats, les puces de lit, et qu'il crève de chaud lorsqu'il y a des périodes de canicule. Non, ça c'est de la torture, ça. Ça fait pas partie de la peine qu'a prononcé le juge. Le juge, il a dit privation de liberté. Et privation de liberté, c'est pas anodin. Il faut se mettre dans ce que ça représente, la privation de liberté. Par exemple, quand c'est prononcé à l'audience, vous pouvez assister à une audience correctionnelle en tant que prévenu, ne pas avoir été placé en détention provisoire, parce que je rappelle que c'est une mesure rare et que quand on peut se l'épargner, il faut le faire. Et toutes les personnes qui assistent au prononcé d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire la personne est venue, elle a pris le métro, elle est arrivée dans le prétoire et d'un seul coup, le juge dit 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Et là, vous voyez l'avocat qui recule, les gendarmes qui avancent. Je me souviens de ce monsieur qui avait sa veste dans les mains, qui a dû poser sa veste parce que on lui a mis les bracelets. Et là, tous les témoins de cette scène-là comprennent d'un seul coup ce que c'est que la privation de liberté. C'est je peux même pas porter ma veste. Je dis pas que c'est pas mérité. Je dis pas que c'est un traitement inhumain. Je dis que c'est quelque chose de grave et que quand on en prend conscience, on ne peut pas dire en plus, je voudrais qu'il soit bouffé par les rats et qui crève de chaud à 55 degrés avec la canicule. On ne dit pas ça. Quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas compris. Ce que je peux tout à fait comprendre. Ce que je comprends moins, c'est quand on se met à hurler de rage sur les réseaux sociaux, etc. Quand on prend le temps de comprendre et de mesurer ce que c'est qu'une privation de liberté, alors on commence à raisonner sainement et à se dire que non, on ne peut pas détenir les gens dans des conditions, ça n'est pas une peine supplémentaire méritée. Non, c'est insupportable.
Dans votre description tout à l'heure, vous parliez justement de cette surpopulation carcérale. Vous avez dit une partie, c'est quand même des gens qui n'ont pas encore été jugés, donc ils sont présumés innocents. Il y a une partie qui a été jugée et condamnée, dont vous n'avez pas parlé, mais c'est aussi des gens qui, normalement, il y a quelques études là-dedans, qui relèvent normalement plus de l'hôpital psychiatrique que de la prison. Mais on n'a pas forcément les moyens, justement, de soigner ces personnes qui sont malades. Qu'en est-il sur ce point? Vous l'avez creusé? Alors, un petit peu, ce qu'on sait, c'est que déjà la psychiatrie est dans un état tout aussi inquiétant que la pénitentiaire. Donc, effectivement, on a beaucoup de fous en prison, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a le choc carcéral qui peut engendrer des basculements psychiques. Donc, ça aggrave. On a déjà une population qui est naturellement plus susceptible d'avoir des troubles psychiques, parce qu'on va avoir beaucoup, par exemple, de gens qui prennent des psychotropes. On a effectivement, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais des chiffres de 30 ou 40% de personnes qui peuvent avoir un trouble psychique. Donc, on peut parler d'une dépression, pas forcément de troubles psychotiques lourds. Mais on a aussi les chiffres sur les troubles psychotiques lourds. Et puis, vous avez des juges, notamment en comparution immédiate. Les comparutions immédiates, pour vos auditeurs, c'est les anciens flagrants délits, c'est-à-dire les gens qu'on attrape, par exemple, typiquement à voler un portefeuille dans le métro. Il n'y a pas besoin de faire une instruction ni une enquête très longue, on l'a chopé, il y a le portefeuille dans la poche, il est clair qu'il a volé le portefeuille, il est en récidive, on se dit bon, 48 heures de garde à vue, 24 ou 48 heures de garde à vue, et hop, on l'amène tout de suite au juge. On va pas, là, il n'y a pas de délai du coup. Bon. On sait que cette population-là, c'est essentiellement des hommes jeunes, sans domicile fixe, avec une ou plusieurs addictions, alcool, shit, cocaïne, crack, et généralement des problèmes physiques et mentaux. Bon. Il arrive assez souvent que le juge se dise « je ne peux pas le laisser dans la rue, il va recommencer », et en plus, en prison, il sera soigné. Et donc, la prison devient une forme d'établissement psychiatrique. Sauf que la prison n'a pas les moyens, comme je vous le disais précédemment, et que donc ça dépend largement des établissements, ça dépend des moyens, mais vous n'allez pas forcément voir. Il y en a, oui, qui disent, on les entend même dans le prétoire, dire « ça m'a fait du bien, j'ai vu un psy, j'ai contraint et forcé arrêté de prendre des psychotropes ». Oui, de temps en temps, ça marche, mais est-ce que c'est le rôle de la prison de soigner les gens? Un, elle ne le fait pas comme elle devrait le faire parce que c'est pas son rôle. Et deux, on n'envoie pas quelqu'un en privation de liberté en prison. S'il a des troubles psychiatriques, on l'envoie en psychiatrie. Selon vous, ce seraient quoi les solutions pour améliorer la justice? Simplement un problème de moyens ou il y aurait d'autres choses à faire? Il faut remettre des moyens. Je vous répondrai ce que me disait mon professeur d'équitation quand j'ai commencé le cheval assez tardivement. J'essayais de tourner et il me disait « oui, mais Olivia, il faut qu'il y ait une propulsion pour tourner. Donc, tu commences par faire avancer ton cheval et ensuite tu vas tourner. » La justice, c'est pareil. Il y a certainement énormément de choses à faire. Mais la base, c'est de mettre des moyens, énormément de moyens, pour qu'il y ait assez de juges, assez de matériel, notamment ils travaillent, on n'en a pas parlé, mais ils travaillent avec des outils informatiques délirants, des trucs qui ont 20 ans, qui ne fonctionnent plus, sur lesquels on installe des logiciels, c'est-à-dire que le parc informatique, les tuyaux, tout ça, ça ne fonctionne pas du tout. Je me souviens au moment du confinement, j'avais des magistrats en ligne qui me disaient « j'ai mis une journée à télécharger mes mails ». Voilà, donc il y a aussi ça. Il faut des moyens en magistrats, les estimations sont pas toujours les mêmes, disons 3, 4, 5 000 magistrats de plus, ce qui ferait quand même presque la moitié du corps en plus. Des greffiers, ça c'est extrêmement important, parce que s'il n'y a pas de greffier et personnel de greffe, il y a tout un tas de catégories B et C qui gravitent dans le tribunal pour faire fonctionner un tribunal, et on manque encore plus de greffiers que de juges. Donc ça, c'est aussi extrêmement nécessaire. Des outils informatiques performants, et là, on pourra commencer. C'est l'histoire de mon cheval qui ne tournera pas s'il n'avance pas. Et là, on pourra commencer à faire quelque chose. Mais ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que notamment quand on augmente le budget, si c'est pas suffisant, c'est parce qu'on part de très bas et que donc on monte pas très haut. Et c'est aussi parce qu'on fait énormément de réformes et que les moyens supplémentaires, en général, sont absorbés par les réformes. Et donc,
la machine s'épuise inlassablement avec toujours les mêmes moyens. Et parfois, c'est idiot, notamment les budgets de fonctionnement, ce qui sert à payer le fioul, à acheter les papiers, les crayons, faire réparer une vitre, par exemple. C'est tellement epsilonesque dans le budget qu'on sait que personne ne songe à le défendre à Bercy. Et donc, on n'a pas de papier et pas de crayon, mais je suis sérieuse quand je dis ça. Un bâtonnier, par exemple, de Nantes, je crois, me racontait un jour que quand ils envoient une lettre au tribunal, le tribunal retourne la lettre et leur répond derrière. Voilà où en est le système. Moi, j'ai un avocat qui me raconte que souvent, le tribunal lui demande d'imprimer lui-même les documents parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils n'ont pas le papier. Ça, c'est systématique. Oui, il déplace les charges de fonctionnement sur les avocats, en plus de tout le reste. Ça va si vous êtes un énorme cabinet d'affaires et que vous ne comptez pas le prix des feuilles, c'est plus ennuyeux pour un avocat qui est à l'aide juridictionnelle et qui, lui, va compter. La ramette de papier fait partie de ses charges. Ces charges, c'est à peu près 60 ou 65% du montant des honoraires qu'il touche. Et quand vous touchez 200 balles, moins 60%, vous commencez à être très attentif aux questions de papier et de crayon. Vous avez interviewé de nombreux politiques, de nombreux anciens ministres. Ils disent quoi finalement quand vous leur expliquez ça ? C'est la réaction de Jean-Jacques Urvoas qui m'avait le plus intéressée parce que c'était un parlementaire avant de devenir le garde des Sceaux. Et justement, je lui pose la question en lui disant « Mais enfin, monsieur le ministre, parce qu'il dit « Je suis arrivé au ministère et j'ai découvert l'état terrifiant de la justice. » Je lui dis « Monsieur le ministre, vous avez été député. Par définition, c'était en Bretagne, je crois, vous avez eu des gens qui sont venus vous voir pour vous dire « Ça va pas. » Il me fait cette réponse, il me dit « Mais vous savez, quand on est élu, on reçoit toute la journée des gens qui nous disent « Ça va pas. » Bon. Et en plus, dans la justice, ce qui est particulièrement topique, c'est que quand ils se mettent à faire une grève, ils font une grève entre midi et 2 sur les marches du palais pour pas désorganiser le service. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une grève SNCF le jour du départ en vacances, une grève Air France le premier jour d'un grand week-end férié. Même nous, universitaires, si on fait une grève, on fait pas une grève comme ça. Donc, effectivement, des gens qui revendiquent, on en a toute la journée. Et en plus, eux, ils revendiquent très discrètement, parce qu'ils sont toujours dans cette logique presque d'esclavagisme, de continuer d'avancer. Et donc, juste, bon. Et c'est marrant parce que quand vous leur parlez, eux, ils ont l'impression de faire un truc absolument énorme. D'abord, pour les magistrats, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément le droit de grève, parce qu'il y a des devoirs de réserve dans tous les sens. Pour les greffiers, c'est compliqué pour une autre raison, c'est qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas des salaires mirobolants, donc ils peuvent pas se prendre une journée en moins de salaire. Donc, eux, dans leur perception, ils ont fait un truc énorme, mais vraiment, un truc énorme. Et pour le politique, c'est une piqûre de moustique sur le dos d'un éléphant, quoi. C'est bon, ok, ils sont pas contents, on comprend pas très bien c'est quoi leur problème, mais de toute façon, ça continue de marcher. Bon voilà. Les politiques sont dans cette logique-là. Je lui ai demandé aussi, les yeux dans les yeux, si c'était une manière de tenir les juges au pas et donc d'éviter qu'ils ne viennent trop les ennuyer. Et les yeux dans les yeux, m'a dit non. Non, ça c'est pas ça. Il me dit, j'imagine pas un politique avoir cette démarche consciente de on va les rendre exsangues, on va les épuiser au boulot comme ça, et ils sortiront pas de dossier sur nous. Parce que de toute façon, en plus, ce serait objectivement raté, sauf à considérer qu'il y a énormément de dossiers qui ne sortent pas et que tous les politiques sont pourris, ce qui n'est pas tout à fait ma vision des choses. Ouais, pour vous, c'est plus finalement, on est obligé de traiter les problèmes les plus urgents les uns après les autres, et puis peut-être que l'hôpital va être plus urgent que la justice à court terme, et puis ceux qui gueulent le plus, et qui par rapport à ceux qui gueulent le moins, et peut-être ceux aussi où les citoyens eux-mêmes vont demander beaucoup plus de moyens. Mais d'ailleurs, ça s'illustre sur le terrain, parce que vous avez des juridictions comme Bobigny, par exemple, qui est une juridiction extrêmement revendicative. Parce que c'est un département très pauvre, parce que c'est un département qui se sent, à tort ou à raison, stigmatisé, compte tenu de son niveau de richesse, compte tenu de la composition de sa population. Et donc, c'est un tribunal qui, en permanence, crie son manque de moyens et qui a plus de renforts que les autres. Et notamment, c'était amusant parce que lors de la révolte du barreau des Hauts-de-Seine, qui il y a 2 semaines a décidé de saisir le juge administratif pour contester l'insuffisance de ses effectifs, le document administratif qui alloue les postes et qui va donc être contesté, recours pour excès de pouvoir,
devant le juge administratif, c'est une première. Et Nanterre a sorti un tableau des 10 plus importantes juridictions de France avec les renforts qu'elles vont recevoir. Beaucoup vont recevoir des renforts, dont Bobigny, mais pas Nanterre. Et pourquoi? Parce que Nanterre ne crie pas assez fort. Et les juridictions savent qu'il y a toujours une enveloppe maximum de magistrats, notamment parce que l'ENM ne peut contenir que de mémoire 200 ou 300 étudiants. Donc, on ne peut pas pousser les murs. Donc, même si on voulait embaucher 1000 magistrats demain, on ne pourrait pas parce qu'il faut qu'ils passent à l'école et qu'on a un nombre de places limité et parce qu'en plus, il faut 3 ans pour former un juge. Donc, on ne peut pas, même d'un coup de baguette magique, améliorer significativement la situation rapidement. C'est pas possible. C'est toujours sur des perspectives de long terme. Et donc, les juridictions savent qu'elles auront des renforts si elles crient assez fort. Et Nanterre n'a pas l'habitude de crier, parce que c'est un département riche, avec beaucoup de sièges, notamment 12 sièges de sociétés du CAC 40, etc. Donc, ils étaient un petit peu sur la réserve, etc. Ils subissaient en silence. Ils ont vu que Bobigny, qui criait beaucoup plus fort, obtenait quelque chose, ils se mettent à crier beaucoup plus fort. Voilà. Et c'est la cégétisation de la justice aussi? Là, la cégétisation des magistrats? Oui, on en arrive, mais moi, quand je les ai vus manifester dans la rue pour les grandes manifestations qu'ils ont faites, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous les voyez avec des pancartes, des petits machins qui s'accrochent sur la robe, des haut-parleurs en train de crier des slogans. Et ça saisit quelque part, quand même, un peu. Ils découvrent les luttes sociales, en fait, voilà. aussi, finalement. Ça monte voilà. Ils rentrent dans les luttes sociales. Idem pour les avocats. Quand vous voyez les avocats avec des sifflets, le gros camion avec la sono en train d'entonner des slogans. Pour les plus agités d'entre eux, il y a la Black Robe Brigade qui arrive toujours avec des fumigènes. Donc effectivement, ça fait en plus de très beaux clichés parce qu'il y a la robe noire, la bavette blanche, le fumigène rouge, etc. Si vous faites ça à la tombée de la nuit, vous avez des photos absolument magnifiques. Enfin, moi, je suis complètement fan. Mais en même temps, si vous réfléchissez 5 minutes, vous dites, bon, quoi, c'est l'ancienne noblesse de robe qui maintenant bat le pavé parisien avec tout l'entraînement de professionnels de la manif, quoi. Alors, vous êtes journaliste et vous êtes intéressé dans un autre ouvrage, non pas simplement aux moyens de la justice, mais aussi aux relations de la justice avec le reste de la société, en particulier avec les médias. Vous écrivez beaucoup justement sur une forme d'ingérence que les journalistes peuvent avoir dans la justice. Quelle est votre vision là-dessus ? Ça a toujours existé. Donc, quand j'ai commencé ce livre, je me suis posé la question d'éviter l'écueil intellectuel qui consiste à croire que ce qu'on vit est totalement neuf et ne s'est jamais produit avant. Bon. Pour donner un exemple, c'est lors de l'affaire Dominici, si je ne m'abuse, qu'on a chassé les journalistes, les caméras et les photographes du prétoire parce qu'ils avaient fichu le beans. Bon. Donc jusque-là, il y avait des photographes dans les prétoires. Donc, on sait que le couple justice-média a toujours été un couple compliqué, avec sur des très grandes affaires médiatiques des interférences. On pense évidemment à l'affaire Dreyfus, sauf que l'affaire Dreyfus, c'est le processus finalement vertueux qui fait que les médias, les journalistes vont jouer le rôle de chien de garde, et c'est le J'accuse de Zola qui va casser le processus pervers qui s'était mis en marche autour de l'affaire Dreyfus. Là, c'est un processus vertueux. Mais dans d'autres affaires, c'est le fameux mot de l'avocat Mauro Giaferi, l'opinion publique, chassez-la, cette intruse, cette prostituée, et la fin de la phrase, c'est elle qui tendait les clous sur le mont du Golgotha. Voilà, bon. Donc, il y a à un moment donné, toujours, où il y a un risque, c'est l'affaire Grégory, avec le remarquable ouvrage de ma consoeur, Le bûcher des innocents, aux éditions Les Arènes, qui se lit comme un thriller que je recommande, même si on n'est pas passionné par l'affaire Grégory, ce qui est mon cas, j'étais gamine, comme tout le monde, j'en ai entendu jusqu'à saturation, mais la manière dont elle raconte comment elle, jeune journaliste à Europe 1 de mémoire, est rentrée dans cette espèce de fosse au lion, et comment les journalistes, jusqu'à provoquer, je ne sais plus lequel de la famille va tirer sur un autre, il avait passé la nuit avec un journaliste qui lui avait remonté le bourrichon en lui disant, à ta place, moi, je prendrai mon fusil, j'irai le tuer. Bon, ça peut aller jusque-là. C'est sidérant.
Donc ça a toujours existé. Mais je me suis dit aussi qu'on assistait à quelque chose d'un peu différent. C'est qu'on n'est plus sur un processus où des médias, à un moment donné, vont avoir un rôle toxique dans une affaire donnée. On est dans un processus où les médias ont pris tellement de pouvoir dans la société qu'ils sont capables d'endommager le fonctionnement structurel de la justice dans son entier. Et là, si je ne me trompe pas, encore une fois, c'est une idée que je lance dans le débat, là, on rentre dans quelque chose de différent puisqu'on rentre dans un choc structurel. Exemple concret. Il y a 3 ou 4 ans, je vais à une conférence où il y avait un très grand et très célèbre juge d'instruction qui dit « Bon, on ne tient plus le secret de l'instruction si on le supprimait. Après tout, les Brésiliens, je crois, font des fenêtres de procédure et à intervalles réguliers, le juge d'instruction donne des informations objectives sur l'état d'avancement de son instruction. » Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question de supprimer le secret de l'instruction? Est-ce que c'est parce que la justice s'aperçoit que finalement l'enquête n'a pas besoin de secret pour se dérouler convenablement, ou est-ce que c'est tout simplement parce que les médias ont foutu de tels coups de boutoir dans le secret de l'instruction qu'on ne le tient plus et qu'on y renonce? Je pense que c'est l'hypothèse 2. Mais si c'est l'hypothèse 2, ça accrédite l'idée que je propose, que le système médiatique est en train de pulvériser d'une certaine manière le système judiciaire. Et vous pouvez prendre comme ça d'autres exemples de choses qui sont en train de s'effondrer, la présomption d'innocence par exemple, qui est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir des médias. Et on sait, parce que les juges le disent certains, que lorsque une affaire éclate dans les médias, la justice ne peut pas se permettre d'être à la ramasse. Et donc, elle ouvre une enquête. Mais dans l'esprit du public, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah ben voilà, c'est bien qu'il y avait quelque chose, puisque on ouvre une enquête. Et c'est fini, c'est plié. Surtout en matière politique, il suffit que quelque chose comme ça se produise, un article de presse, une enquête préliminaire ouverte, c'est mort. Personne n'attendra le jugement, qui n'intéresse de toute façon personne, et l'effet politique est obtenu. Et là, encore une fois, on peut s'interroger sur le temps. Est-ce que c'est souhaitable d'en arriver à ça? L'affaire Barbarin, c'est encore autre chose. L'affaire Barbarin, moi, quand j'en ai entendu parler, ça m'intéressait pas tellement. J'entends des bribes, je dis « Ah, quel salaud, ce Barbarin, c'est un pédophile. » Bon. Puis je regarde d'un peu plus près, je lis un article. Ah bah non, c'est pas un pédophile, c'est un type qui a couvert un pédophile. Puis je regarde encore d'un peu plus près. Et puis je dis non, il n'a pas couvert un pédophile, puisque le pédophile a cessé ses exactions 11 ans avant que le cardinal Barbarin prenne ses fonctions. Et je regarde de très près le dossier et je dis oui, en fait, on a attaqué le cardinal Barbarin pour médiatiser l'affaire. Parce que le père Prénat, personne ne le connaissait, ça n'aurait pas médiatisé. Et oui. Mais alors, c'est à ce point-là? Ça veut dire que on va condamner un innocent? Je sais que ça choque. Je sais, parce que tout le monde voudrait, parce que d'abord, si on ne s'est pas plongé dans le dossier, on pense qu'il est coupable, mais quand on s'est plongé dans le dossier, je vous assure qu'on ne pense plus une seule seconde. Bon. On peut même pas dire qu'il a mis le truc sous le tapis, puisque quand le premier des plaignants est venu le voir, il lui a dit « Allez voir la justice ». Voilà. Bon. Et donc, là, on est dans un processus qui est complètement dévoyé, qui est « Je vais prendre une personnalité médiatique pour médiatiser ma cause. Je comprends la souffrance. Peut-être j'aurais fait pareil. Mais moi, je suis observateur. Donc, je me permets de dire « Attention, on dérape ». Vous avez parlé de la présomption d'innocence. Il y a pas mal de personnes qui se disent que finalement, bon, c'est plus forcément très utile, c'est plus forcément d'actualité, surtout dans des contextes un peu compliqués. Pourquoi c'est important la présomption d'innocence? Parce que c'est ce qui nous permet de vivre en société sans avoir peur d'aller en prison sur la foi de n'importe quelle élucubration de n'importe qui dans la rue. Je lisais hier un excellent récit de Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire du Monde, qui raconte un procès en révision qui se déroule là en ce moment. Une jeune fille de 15 ans accuse il y a 20 ans un garçon de la cité d'à côté, évidemment fils d'immigrés, de l'avoir violée. C'est très circonstancié, à plusieurs reprises. Elle le rencontre, ils sont 3 jeunes de la cité, ils commencent à lui toucher les seins, lui soulever le t-shirt, lui toucher le sexe, etc., etc. Deuxième rencontre, cette fois,
c'est un viol, une relation sexuelle contrainte. Bon. On écoute cette jeune femme, on va chercher le garçon. Évidemment, c'est un jeune des cités un peu connu des services de police, qui n'est pas forcément friendly avec le policier, donc ça se passe pas forcément très 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 bien. Il est jugé en correctionnel, il prend, heureusement d'ailleurs, quelque chose comme 5 ans de prison de mémoire. Il avait fait de la détention provisoire, donc il lui reste très peu de temps à tirer, mais enfin bon, voilà. Son avocat lui dit, surtout ne faites pas appel, parce qu'il crie son innocence, lui. Il dit, j'ai fait des tas de conneries dans ma vie, mais j'ai pas fait ça. Son avocat lui recommande de ne pas faire appel, parce qu'il pourrait prendre plus lourd, et qu'il vaut mieux se tasser. Enfin, il est condamné pour viol. C'est pas anodin. 20 ans plus tard, là, elle vient d'écrire une lettre au procureur, cette jeune femme, en disant « J'en peux plus de ce secret. En réalité, c'est mon grand frère qui me violait. » J'ai pas osé le dire. Donc, elle a fait un transfert. Il fallait qu'elle dise que quelqu'un la violait, mais elle pouvait pas faire exploser sa famille. Et donc, elle avait accusé ce garçon. Bon. À quoi ça sert la présomption d'innocence? Là, ça n'a pas fonctionné. Mais ça sert justement à faire ce qu'on a de plus en plus de mal à empêcher notre société de faire, notamment avec les mouvements MeToo, etc., dont je ne remets pas en cause la légitimité, mais qui parfois arrivent à des dérapages sur « il faut croire la parole des victimes envers et contre tout ». Exemple, là, ce que je viens de vous raconter, il y a des victimes qui mentent. Alors à ce niveau-là, vous avez 2 types de réactions. Vous avez les gens qui sont attachés à l'état de droit, comme la communauté des juristes, dont je fais partie, qui disent présomption d'innocence. Tant que la personne n'est pas jugée, elle n'est pas coupable. Et donc la parole des victimes doit être entendue, mais elle ne peut pas être sacralisée. Bon. Et puis vous avez des gens, notamment une sénatrice dont je ne donnerai pas le nom, qui vous disent il y aura de la casse, mais on s'en fout. Ça, c'est la vision politique extrémiste. Il y a de la casse, on s'en fout. Il y a des hommes qui vont être accusés à tort, on s'en fout. Il y a des hommes qui risquent de se suicider, on s'en fout. Il y a des hommes condamnés à la mort sociale, on s'en fout. C'est une guerre qu'on mène. Et donc, on va la mener comme ça. Et la présomption d'innocence est pulvérisée, puisque on voudrait même, dans des cas extrêmes, en arriver à dire il n'y a même pas besoin de juger, puisque la victime vous dit qu'elle a été violée, c'est donc qu'elle a été violée. Et tous les gens qui passent par soit la télévision, les médias, etc., en disant la justice marche pas, donc moi je vais vers les médias et je balance le nom du porc qui m'a mis la main aux fesses ou qui m'a violée, et c'est comme ça, et c'est vachement mieux parce que sinon le policier va pas m'écouter, le juge va mal me recevoir, je vais être obligée de raconter des choses atroces, je vais subir une confrontation, tout ça je ne veux pas, et donc le média ça m'épargne, tout ça, et donc je m'en fous de la présomption d'innocence. Ben non, je suis désolée, on vit dans un état de droit et j'ai envie de dire à ces gens, souvent des femmes mais pas que, imaginez c'est votre père, votre fils, votre frère. Parce que souvent, l'injustice quand elle est loin, on la comprend pas. Mais imaginez c'est votre fils qui est accusé de viol comme ça. Hop, la fille dit c'est fini, hop, condamné. Oui, mais à contrario, on va vous dire aussi que c'est très compliqué pour les femmes, parce qu'il y a plein de femmes qui souffrent, qui n'arrivent pas à être entendues de la justice, dont plein de violeurs finalement s'en sortent sans être condamnés. Surtout que cette justice qui marche mal, donc on comprend aussi qu'il y a des femmes qui se disent « oui, mais la justice, là, il y en a pour 12 ans et demi, ça se trouve, c'est viager, je serais morte avant d'avoir un jugement, j'ai peut-être intérêt à aller sur Twitter pour me faire entendre, puis au moins qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est dangereux et qui cesse de nuire ». Dès l'affaire PPDA, enfin, ça interpelle. Enfin, il y a des dizaines de femmes qui devaient le voir à la télé tous les jours. Enfin, alors, comment on trouve un juste milieu là-dedans? Déjà, un état de droit, c'est un principe. Je préfère, c'est pas moi, hein, on préfère un coupable dehors qu'un innocent en prison. Voilà. Et comme ce sont des œuvres humaines, elles sont jamais parfaites. On repose globalement sur cette idée-là. Pour faire une réponse plus concrète. Oui, il y a un problème avec la justice, quoique c'est tellement devenu une grande cause que ça commence à aller mieux. Et ça va tellement mieux que parfois le balancier part un petit peu loin. Notamment, il y a beaucoup d'avocats qui tirent la sonnette d'alarme sur ce qu'on appelle les ordonnances de protection. Vous avez un conjoint violent, vous allez voir un juge. Maintenant, je peux vous dire que sur ces sujets-là, ils vous reçoivent vite. Et vous dites, je veux être protégé. Et dans ce cas-là, le conjoint est expulsé immédiatement de l'appartement. S'il y a des enfants, il les voit pas ou peu, ou une fois tous les 15 jours. Et en général, on double cette action-là
d'une action devant le tribunal correctionnel, donc pénal, parce que si le conjoint est violent, donc s'il a frappé, forcément, ça relève du pénal. Eh bien, on m'a rapporté le cas il n'y a pas longtemps d'un homme comme ça qui s'est pendu parce que sa femme voulait que le divorce avance vite. Elle avait quelque chose après lui. Il ne l'avait jamais battu, mais elle a prétendu ça. Le juge, qui a eu peur d'avoir une instance disciplinaire sur le dos s'il ne prenait pas la bonne décision, a pris la bonne décision. En correctionnel, le dossier était tellement léger que le monsieur a été relaxé parce qu'il n'y avait aucun élément accréditant la thèse qu'il battait sa femme. L'épouse a fait le siège du parquet pour menacer le parquet en lui disant « Si il me tue, vous aurez ma mort sur la conscience ». Le parquet a fait appel. Quand l'avocat a dit à son client, le parquet a fait appel, donc ça repartait encore dans de la procédure, etc. Parallèlement au civil, elle avait fait en sorte qu'il ne voit plus jamais ses enfants. On a retrouvé le type pendu dans son garage. Pour en revenir à votre question, la justice va mal. Ça fait 1 heure que je le dis, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Elle va mieux sur ces sujets-là, où il y a une très grosse pression sur la machine judiciaire pour que les cas soient traités très vite, etc. Il reste que c'est infiniment douloureux de raconter ce qui vous est arrivé, de répondre aux questions qui sont insupportables. Et comment étiez-vous habillé, non pas pour culpabiliser une femme en disant si elle a une mini-jupe c'était normal, mais parce qu'il faut faire des reconstitutions des faits. On a souvent un énorme problème de preuve dans ces affaires-là. Donc les questions sont insupportables, on le sait, mais malheureusement c'est le processus judiciaire. Voilà, donc, parfois des femmes n'arrivent pas à se faire entendre, même quand elles vont porter plainte, parfois c'est compliqué parce qu'on dit il n'y a pas assez de preuves. Oui, on le dit, alors ça dépend, vous avez des avocates qui vous disent que... je ne sais pas, il y a un réel dysfonctionnement, c'est indubitable, il y a une nécessaire prise de conscience dans la société, c'est indubitable, il y a un gros effort de formation et de moyens à faire dans la justice, c'est encore indubitable. Maintenant, je ne sais pas quelle est la part aussi de fantasmes, et notamment un avocat a décrypté assez récemment sur Twitter un document qui était adressé aux femmes battues, qui était truffé de mensonges sur le fait qu'une procédure allait coûter 10 000 €, violée, je crois. Oui, violée. Que la procédure allait coûter 10 000 €, c'est pas vrai, vous êtes automatiquement en aide juridictionnelle, donc vous n'avez pas à avoir 10 000 € d'économie pour faire une procédure. Enfin, le document qu'on distribuait à ces femmes était truffé d'erreurs. Peut-être involontaire, peut-être de bêtises, mais peu importe. Voilà. Je ne sais pas, donc je ne dis rien, je ne sais pas quelle est la part. C'est dur, c'est indubitable, parce que la nature même de ce crime de viol est insupportable, très difficile à assumer, encore plus difficile à assumer aux yeux de la société, et que le système de preuve est insupportable à entendre, de questionnement, etc. Mais ça, c'est la dureté irréductible de l'exercice, et je ne pense pas qu'on puisse trouver souhaitable de retourner à la barbarie qui serait la vengeance privée, parce que balancer un nom sur Twitter, ça n'est rien d'autre que de la vengeance privée, sous prétexte que ça, c'est difficile. Parce que les enjeux sont trop lourds, parce que l'honneur et la liberté d'un individu ne peuvent pas être sacrifiés comme ça, d'un claquement de doigts, pour faciliter la vie. C'est pas possible. On vous reproche de tenir ce genre de propos en tant que femme ? Je sais pas. Comment vous le vivez, vous ? Il m'est arrivé, oui, si, remarquez, je l'ai oublié, mais il m'est arrivé, oui, dans un cercle associatif, effectivement, d'avoir été agressée et chassée d'une association que j'avais d'ailleurs créée, parce que mon discours, c'était une interview que j'avais donnée à Ouest France, où justement je disais simplement, c'était l'affaire Haenel, je disais attention, parce que quand les projecteurs s'éteignent, il n'y a plus rien. Adèle Haenel était allée chez Mediapart parler de violences sexuelles, si je ne m'abuse, qu'elle avait subies, en disant la justice ne marche pas de toute façon, donc j'y vais même pas. Bon. Et je disais très prudemment, parce que évidemment ce sont des sujets difficiles, donc il ne s'agit pas d'arriver avec ses gros sabots et ses convictions à la con, c'est pas du tout mon intention, mais je disais attention, parce que la justice c'est peut-être long et difficile, mais enfin c'est quand même des professionnels. Les médias, quand les projecteurs s'éteignent, il n'y a plus rien.
S'il décide de s'occuper d'autre chose, vous restez tout seul. Sur le moment, c'est gratifiant parce que les gens vous regardent, vous écoutent, saluent votre courage, jettent l'opprobre sur votre agresseur. Tout ça, c'est merveilleux. C'est le contraire du chemin aride de la justice. Mais il y a un moment donné, ça trouve sa limite. Attention, et je disais attention aux victimes, parce qu'en plus, c'est prodigieusement injuste. Quand vous êtes une actrice, vous pouvez faire ça. Mais la femme lambda qui vit dans une petite banlieue avec un petit job de secrétaire, pardon, c'est pas du... Voilà. Donc, rien qui soit susceptible d'enthousiasmer les médias. Elle fait quoi? Alors Adèle Haenel répond, je porte la voix aussi de cette femme-là. Oui, sur le principe, mais en pratique. Donc, là, du coup, il y a du selon que vous serez puissant ou misérable. Oui, ça m'a porté préjudice, mais j'ai un tel amour pour l'état de droit et une telle conviction profonde que ce sont des siècles de raffinement, de civilisation. C'est pas parfait, la justice. Mais ce sont des gens qui ont travaillé. Quand on rentre dans un prétoire, on le voit. Par exemple, il n'y a aucun lieu de liberté d'expression égal à celui d'un prétoire judiciaire. Et certainement pas Twitter, parce que la liberté d'expression, c'est pas de se traiter de sale con. La liberté d'expression, c'est d'écouter l'autre jusqu'à l'insupportable. Et ça, c'est ce que fait l'exercice judiciaire. Quand vous êtes une victime, vous devez écouter l'accusé jusqu'à l'insupportable. Et quand vous êtes un accusé, vous devez écouter la victime jusqu'à l'insupportable aussi. Insupportable parce que vous êtes innocent ou insupportable parce que ça vous insupporte qu'elle raconte ce que vous lui avez fait. Mais de toute façon, vous êtes obligé de vous écouter. Ça, c'est de la liberté d'expression. Ça, c'est le summum de la civilisation. C'est pas parfait. C'est encore perfectible, mais ça ne sera jamais inférieur au lancer de boue sur un réseau social. Non, ça c'est de la barbarie. Ça c'est le contraire. Ça c'est le retour en arrière, la situation hantée, la situation d'avant cette réflexion collective pour arriver à une décision de justice à peu près juste, avec des garanties à peu près fiables, qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Il n'y a rien de plus sophistiqué et de plus souhaitable, à mes yeux, que ça. Vous avez déjà subi du harcèlement, vous? De quelle nature? Par des hommes, ce genre de contexte, en fait? Oui, mais comme j'ai pas ma langue dans ma poche, en général, moi, ça c'est toujours assez bien résolu. J'ai subi, oui, mais comme toutes les femmes. Moi, je disais quand j'avais 18 ans, heureusement ça s'est calmé, il suffisait de me mettre dans le métro, j'étais une éponge à dingue. Donc, on m'aurait mis dans le métro 24 heures sur 24 pendant une semaine. Mais vraiment, bon, j'ai été harcelée, oui, bien entendu, comme toutes les femmes. J'ai été harcelée professionnellement une fois de façon grave. Je veux dire, en général, j'ai du répondant ou une capacité à être assez glaciale qui fait que j'ai limité les dégâts. Mais oui, on a toutes été agressés, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun ou sur un lieu professionnel. Donc, je dis pas ça parce que je comprends pas ou parce que ça m'est pas arrivé. Et j'ai été même agressée quand j'étais enfant, d'ailleurs, heureusement pas gravement, par des pédophiles. Donc, je connais tous les processus. Mais ce que j'ai que d'autres n'ont peut-être pas, c'est la connaissance intime du processus judiciaire qui fait que j'en mesure toute la valeur. Dans votre dernier livre, vous vous intéressez un peu à l'avenir de la justice et au problème de déshumanisation. Vous pouvez nous expliquer? Au bout de ce processus de manque de moyens, il y a la tentation du robot. La tentation du robot, elle irrigue encore une fois toute la société, mais elle est assez prégnante dans le monde judiciaire. Il y a déjà eu des expériences réalisées aux États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. On sait que ça ne marche pas, et je suis à peu près convaincue qu'on va le faire quand même. Sous le double coup de fouet du manque de moyens et de la technophilie. Il y a un bouquin de Luc Julia, le co-créateur de Siri, qui est très intéressant, qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », dans lequel ce monsieur, qui est tout sauf un technophobe, explique que l'intelligence artificielle est un mot qu'on a trouvé à la fin d'un colloque et qu'on a trouvé rigolo, et que l'expression a été créée comme ça, mais que si on voulait vraiment faire une intelligence artificielle, c'est-à-dire quelque chose qui reproduise à peu près une intelligence humaine, il faudrait mêler tellement
de sciences, y compris la biologie, et faire un tel bond technologique que Julia, dans ce bouquin qui est sorti il y a 3 ans, me semble-t-il, donc qui est vieux et pas vieux, selon le point de vue dans lequel on se place, Julia dit « je pense pas que ça arrivera », ou alors dans très très longtemps. Donc déjà, on a le gigantesque malentendu de ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Et vous avez des philosophes comme Byung-Chul Han, que j'aime beaucoup, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas coréen, mais allemand de nationalité, qui fait toujours des petits bouquins très stimulants, qui parlent justement d'intelligence artificielle en disant c'est le degré zéro de l'intelligence, c'est juste des corrélations. Voilà. Donc il n'y a rien de créatif, il n'y a rien d'imaginatif. On le sait aux États-Unis parce qu'on a commencé à déployer ce type de solution en se disant bon bah ça va aider le juge. Au début, on y va doucement. Hein. C'est juste une aide à la prise de décision. C'est pas le robot qui va juger. C'est voilà, on va balayer toute la jurisprudence et puis on va sortir un modèle de décision au juge. On sait que par exemple, ça réplique des préjugés racistes. Et on a l'exemple d'un homme qui a été condamné pour un délit routier à la machine a sorti 30 ans de prison, parce que comme il était black, nécessairement, il allait enchaîner les infractions de plus en plus graves et que le mieux, c'était encore de le coller tout de suite en prison pour 30 ans. Donc on sait que ça marche pas. On sait que la machine va répliquer par définition les données qu'on aura rentrées et que donc, alors que la jurisprudence c'est l'application d'une règle générale à un cas particulier et que donc c'est tout le travail de traduction intellectuelle et humain du juge de la norme générale à la situation individuelle, on est en train de faire exactement le contraire en se disant on pourrait tripatouiller un truc qui nous balayerait tous les cas qu'on a déjà vus et qui permettrait à un robot de sortir une décision qui serait en plus fiable, plus juste, parce qu'il aurait tout balayé. Mais non. Non. Parce que parfois la jurisprudence, elle évolue, parfois elle décide une autre solution, parce que la société a changé, parce que le cas ne rentre dans aucune des cases, et on le fait quand même. Alors on le fait de façon erratique, mais de toute façon, on ira, encore une fois, parce que comme on n'a pas les moyens, eh ben on va se dire, ça serait tellement simple, le petit divorce là, bon, il n'y a pas d'enfant, il y a juste un animal domestique, il n'y a pas de patrimoine, il y a juste un contrat de location pour l'appartement, parce que ça va commencer par les pauvres. Hein. C'est pas le procès de Sarkozy ou l'énorme procès contre un grand groupe du CAC 40 accusé de bousiller un pays en Afrique, l'écologie d'un pays en Afrique, qui va subir ça. Ça va être le petit prud'homme, le petit juge aux affaires familiales, etc. Mais on va y venir. Inéluctablement, la tentation est trop forte. Et c'est une aberration absolument totale. Mais vraiment absolument totale. Parce que, d'abord, en général, quand on vous vend une solution technologique, encore une fois, je ne suis pas technophobe, je dirige un site internet, je suis droguée aux réseaux sociaux, donc c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que la technologie, c'est bien si on en fait des trucs intelligents. Or, souvent, on vous dit, la solution va vous permettre de faire des tâches rébarbatives et de vous concentrer sur des choses plus intéressantes. On a tous entendu cette phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que de juger un être humain ? On ne peut pas confier à un robot le soin de juger des hommes. C'est pas possible. Mais on y va comme on y va avec la visioconférence, qui est le truc le plus dingue qu'on utilise actuellement dans la justice, qui partait d'une bonne idée. Fin des années 90, on a dans un des dom-toms, je me souviens plus lequel, un problème parce qu'on veut faire appel d'une décision, mais comme il y a très peu de magistrats, on est dans une situation de consanguinité, au sens où le juge d'appel va être le même juge qui a prononcé la première décision. Donc, on invente, on va chercher aux États-Unis, une solution qui consiste à juger en visio. Donc, les gens seront jugés à Paris depuis le département d'outre-mer où ils sont, sans se déplacer, mais par des juges qui seront indépendants, puisque ce seront des juges qui seront loin. Génial. On se dit à la chancellerie, on va étendre la solution. C'est épatant. On soumet un projet de décret au Conseil d'État qui hurle ses grands yeux en disant « Mais vous êtes fous. Vous voulez juger les gens à distance ?» À l'époque, il dit ça. 30 ans plus tard, il dit « C'est une bonne gestion des deniers publics. » Parce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à la situation suivante. On juge des gens qui ne sont pas dans le prétoire. Je rappelle qu'un procès, c'est une unité de temps, de lieu et d'action
comme une pièce de théâtre. À un moment donné, on est tous réunis et on discute d'un dossier. Là, vous rompez ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va juger une personne depuis son établissement pénitentiaire. Vous imaginez en plus la présomption d'innocence. Il est déjà en tôle. Vous imaginez comme le juge a envie de le faire sortir. L'avocat ne sait pas où il doit être. Soit il est à côté de son client pour lui soutenir le moral, mais c'est pas très malin. Il vaut mieux qu'il soit près du juge. Bon, la visio ne marche pas, parce que la justice n'a pas de moyens, donc la visio ne marche pas. L'image est mauvaise. Le son étant décalé, c'est absolument calamiteux. Ce qui fait raconter notamment à mon confrère Jean-Philippe Degnaud de la radio l'histoire suivante. Il est à Strasbourg, je crois. On est en correctionnel. Un couple s'est tapé l'un sur l'autre. Alors, pour une fois, c'est la femme qui est plus violente parce que monsieur est invalide à 70%. Ils sont jugés depuis leur établissement pénitentiaire parce que l'un a porté plainte contre l'autre et réciproquement. Et monsieur est interrogé par le juge qui, lui, donc, les gens sont dans l'établissement pénitentiaire et le juge est dans son tribunal et l'avocat est dans le tribunal. Et il fallait un journaliste son pour se rendre compte du problème. Le juge pose une question au monsieur qui est loin sur une image floue, on le voit à peine, et le monsieur répond pas. Bon, le juge s'énerve, pose une deuxième question. Et là, le monsieur se met à répondre. Et le juge s'énerve encore plus en disant, non seulement il répond pas à ma première question, mais en plus, il parle sur ma voix. Quid de mon autorité de juge? Et mon confrère Jean-Philippe Degnaud dit, j'étais journaliste son. Moi, j'ai compris. Il y avait un décalage son dans le truc. Tout simplement. Et donc, tout l'interrogatoire s'est passé en décalage son. Avec un juge qui, au fur et à mesure, qui lui n'avait pas compris le décalage son, qui pensait simplement qu'il avait affaire à un prévenu récalcitrant. Et voilà dans quelles conditions on juge les gens. Autre exemple, une femme, une avocate, une très célèbre pénaliste parisienne, défend une femme poursuivie pour proxénétisme. Elle est en détention provisoire. L'avocate et les juges sont dans le palais de justice et l'avocate fait une demande de mise en liberté. Bon. La femme apparaît, image floue, lointaine, très difficile à lire. On lui demande « Est-ce que vous maintenez votre demande de mise en liberté ?» La femme répond « Oui ». L'avocate plaide sa demande de mise en liberté. Les juges se retirent pour délibérer. Et là, l'avocate parle avec la femme qui est restée connectée sur l'écran et finit par se découvrir que ce n'est pas sa cliente. Et la femme dit, bah écoutez, excusez-moi, les surveillantes sont venues me chercher, on dit ton avocate fait une demande de mise en liberté. J'ai dit oui, bien sûr. Et puis après, j'ai pas su comment intervenir pour vous dire qu'il y avait une erreur d'identité. Donc, on en arrive à ce genre de situation-là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'on est en train de rentrer dans une logique où la personne qui juge, qui va condamner un individu à une mesure aussi grave qu'une privation de liberté, condamne quelqu'un, un lointain fantôme, sur un écran où l'image marche mal et le son est alternatif. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Parce que condamner quelqu'un, c'est une décision lourde, c'est une affaire d'homme à homme ou homme à femme, pardon, je ne fais pas de sexisme, mais on se regarde dans les yeux. Parce qu'il n'y a aucune émotion qui passe à travers un écran de télé. Les grands réalisateurs le savent, le mal qu'il faut se donner et le talent qu'il faut avoir pour faire passer une émotion. Il ne se passe rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prévenu n'est plus qu'un espèce de poulet de batterie et on passe au suivant et c'est désincarné. La décision de condamner devient complètement désincarnée. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Beaucoup de choses, mais j'ai envie de vous parler, de revenir à la prison et de vous parler du principe de l'encellulement individuel qui a été voté en France aux alentours de 1870, je ne sais plus l'année exacte, mais c'est donc à la fin du 19e siècle, et qui est inlassablement, tous les 4-5 ans, reporté, et ça vient d'être reporté dans l'actuel projet de loi de finances, et on ne cesse de reporter ce principe d'encellulement individuel. Voilà, par manque de moyens. Mais je trouve intéressant de se dire que déjà au 19e siècle, on considérait qu'on ne pouvait pas mettre 3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, que déjà on trouvait ça insupportable, que ça fait
Depuis le 19e siècle qu'on trouve ça insupportable et depuis le 19e siècle qu'on ne résout toujours pas le problème. Voilà, peut-être quelque chose à méditer.